Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 24 heures. Le menu ce soir, les heures qui ont vu l'histoire américaine basculer une fois de plus, oui. Nous vous emmenons dans les coulisses du renoncement de Joe Biden. Joe Biden qui choisit Kamala Harris pour lui succéder. Elle a fait sa première apparition publique à la Maison-Blanche tout à l'heure. Est-elle un atout ou un poids passé de profil prestigieux à vice-présidente contestée, voire moquée? Qui est-elle? Que peut-elle? Vous verrez qu'elle est peut-être bien le scénario le plus redouté par Donald Trump. En France, là aussi, nous vous emmenons dans les coulisses de tractations. À gauche, les discussions ont repris pour trouver un Premier ministre. Ce ne sera pas Laurence Tobiana. Cette dernière vient de jeter l'éponge. Et puis ce sera l'heure des cartes blanches, bien sûr. Allez, 24 heures, c'est parti. L'image du jour, et revoilà le président de la République tout sourire à l'occasion des Jeux Olympiques, comme l'impression de ne pas l'avoir vu depuis très longtemps et que la planète politique, elle a tourné tant de fois, voire trop de fois sur elle-même pendant ce temps-là. Alors c'est son œuvre. Comment va-t-il tenter de transformer son échec en victoire? Il mise beaucoup sur la division de la gauche. Vous verrez dans cette émission que c'est peut-être pas si mal parti que ça, à suivre en tout cas. Emmanuel Macron évoque une trêve politique, lui, pendant les JO, alors que le pays cherche toujours un gouvernement. Le président de la République a été interrogé par des journalistes sur l'avenir de notre beau pays en marge de sa visite. C'est les Jeux qui seront au cœur de la vie du pays et le monde sera en France grâce à eux, nous dit le président, sans préciser si ça impliquait qu'il ne nommerait pas de Premier ministre avant les JO. Voilà pour la clarification. Eh bien, il n'y en a point. On en reparlera dans cette émission. Allez, je présente nos invités sur ce plateau. Marion Van Rottergem, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes grand reporter, vous êtes chroniqueuse à l'Express, vous êtes notamment auteur du livre Le piège Nord Stream, c'est aux éditions Les Arènes, c'est ça? C'est ça. Exactement. Joséphine Staron, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là également. Vous êtes directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia et docteur en philosophie politique de l'université Paris-Sorbonne. Bonsoir Amy Porter. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes porte-parole des Democrats Abroad France. Merci d'être avec nous. On a vraiment besoin de votre analyse, voire des coulisses sur ce coup. Et Philippe Etienne, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Merci de prendre le temps. Vous connaissez tous cette émission par cœur. Avant de vous retrouver, d'abord on pose les faits, rien que les faits. Les indispensables, c'est avec Lucie de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. D'abord, rappelons dans quel contexte Joe Biden a annoncé qu'il se démettait de son rôle de candidat. Eh bien, il est environ 13h45 dimanche lorsque des employés de la Maison-Blanche se réunissent en visioconférence. Joe Biden prend la parole et il les informe de sa décision de se retirer. Quasiment immédiatement, moins d'une minute plus tard, la lettre officielle est publiée sur les réseaux sociaux du président. Cela a été le plus grand honneur pour moi d'être votre président. Je crois qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'accomplissement de mes devoirs de président pour le reste de mon mandat. Et on apprend par la même occasion qu'il décide de soutenir Kamala Harris. Ma toute première décision a été de choisir Kamala Harris comme vice-présidente et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Aujourd'hui, je souhaite offrir mon plein soutien à Kamala pour qu'elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrate, il est temps de s'unir et de battre Trump. Pendant des jours, son entourage a martelé qu'il allait rester, puis finalement tout a basculé en quoi? Quelques heures? Oui, pour bien comprendre, il faut remonter le fil de ces dernières 48 heures. Tout commence vendredi. Cela fait déjà plusieurs jours que Joe Biden, atteint du Covid, s'est isolé dans sa maison de campagne de Rehoboth Beach, dans le Delaware, à l'est des États-Unis. Il est entouré de sa femme Jill et de sa garde rapprochée, Anne Tomassini, sa chef de cabinet adjointe, Steve Ricchetti, son ancien chef de cabinet, et Anthony Bernal, le conseiller principal de la Première Dame. Dans la journée de vendredi, une douzaine de membres du Parti démocrate se succèdent au téléphone pour convaincre Joe Biden de se désister. Dernier appel ce jour-là, celui de son premier chef de cabinet, Rob Klein, avec qui il passe un long moment. Mais le lendemain, Joe Biden reste sur sa ligne. La campagne est à plein régime, lance-t-il à ses proches. Et c'est dans l'après-midi, le samedi, que sa position fléchit. Il consulte, il écoute, il discute avec ses proches. Un événement va tout accélérer. Peu avant 16h, Joe Biden réunit Steve Ricchetti, dont on a déjà parlé, et Mike Donilon, son stratège de campagne.
J'ai besoin de vous, lance-t-il. Et ce sont précisément ces deux hommes qui vont jouer le rôle de catalyseur. Ils s'enferment dans une pièce avec Joe Biden et la décision va être finalisée à huis clos dans ce cercle très restreint. Des discussions encore toute l'après-midi, puis la nuit entière. Et c'est à ce moment-là que Joe Biden décide de jeter l'éponge. Mais Lucille, que se sont dit ces trois hommes? Pourquoi, in fine, ce revirement, Eh bien, d'après Politico, Steve Ricchetti et Mike Donilon ne sont pas venus les mains vides. Ils ont apporté avec eux des documents, des résultats de sondages qu'ils présentent à Joe Biden, des nouvelles accablantes pour lui, je cite. Ces enquêtes montreraient non seulement que Donald Trump caracole en tête et de loin, mais aussi que Joe Biden s'effondre dans tous les États clés acquis traditionnellement aux démocrates, notamment la Virginie et le Nouveau-Mexique. Et ce qui a fini par convaincre Joe Biden, ce sont peut-être ces informations selon lesquelles son équipe s'attendait à ce que des pontes du Parti démocrate prennent position publiquement contre lui. Politico révèle qu'au moins une demi-douzaine de démocrates de la Chambre des représentants et du Sénat avaient ainsi prévu d'appeler le président à se retirer en début de semaine, notamment l'ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Il a compris le message, déclare anonymement un membre du Parti démocrate à Politico. Et c'est ainsi que les trois hommes ont travaillé toute la nuit sur l'écriture de la lettre et jusqu'au petit matin. Dimanche 11h, Joe Biden décroche son téléphone et prévient directement 3 personnes. Kamala Harris, Jeff Zients, son chef de cabinet, et Jane O'Malley, sa directrice de campagne, avant l'annonce au monde entier 2 heures plus tard. Un départ soudain a offert au président sa meilleure chance de faire croire que la décision avait été prise selon ses propres conditions, note Politico. Cette annonce, elle cloue une séquence absolument terrible en réalité pour Joe Biden. Oui, ça a commencé il y a 3 semaines avec ce débat entre Donald Trump et Joe Biden. Joe Biden était apparu comme paralysé, particulièrement affaibli, hésitant, cherchant ses mots, incapable de contrer les propos avancés par son rival. Fait exceptionnel, même le très démocrate New York Times publie une tribune le lendemain appelant Joe Biden à se renoncer. Depuis, il a été très difficile pour le président américain de remonter la pente. Ce mois-ci, il a confondu Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, Kamala Harris et Donald Trump. Tout cela à quelques heures d'intervalle. C'était au sommet de l'OTAN il y a 2 semaines. Écoutez-le. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. Rappelons aussi ces 2 moments d'hésitation la semaine dernière, lorsque Joe Biden appelait Lloyd Austin l'homme noir et qu'il confondait sa femme avec une autre. Depuis, les appels à la démission se sont multipliés, les appels au renoncement se sont multipliés, et un homme aurait particulièrement œuvré en coulisses d'après la presse américaine. Cet homme, c'est Barack Obama. Barack Obama a été profondément engagé dans des conversations sur l'avenir de la campagne de Biden, recevant des appels de nombreux démocrates inquiets, d'après la presse américaine. Il pensait que le président américain devait sérieusement envisager la viabilité de sa candidature. Si Barack Obama a tenté de rester discret, son rôle à la tête du parti de 2008 à 2016 a fait de lui une caisse de résonance de ses inquiétudes, note le Washington Post. Merci Lucille, on se retrouve dans un tout petit instant parce qu'on va se demander s'il peut même rester président de la République. C'est une question mise sur la table par les Républicains avec beaucoup de violence ces dernières heures. On y revient dans un tout petit instant. Juste, je remercie beaucoup les graphistes pour leur travail. On les salue rarement et pourtant ils font un énorme boulot. Merci à eux. Donc, Amy Porter, peut-être pouvez-vous nous dire quel a été le déclencheur des semaines, des jours qu'il lui était demandé d'arrêter, de tout stopper, et puis finalement ces quelques heures ont été le déclencheur? Alors, je vais sans doute vous décevoir, mais je n'ai pas du tout d'informations de ce qui s'est passé en coulisses, et je me demande comment des conversations entre 2 personnes en privé se trouvent dans la presse. Je noterai juste au passage que le New York Times, qui a
fait un éditorial demandant à Biden de ne pas se présenter. Le lendemain, ils en ont fait un autre en disant que Trump était inapte à la présidence et qu'il devrait lui aussi désister. Ça, on en parle moins. On ne sait pas trop exactement pour quelles raisons, ou pour quelles raisons au pluriel, Biden aurait pris cette décision et à ce moment précis. Et tant qu'il ne s'est pas exprimé, je ne vais pas me lancer dans une spéculation. Est-ce que c'était lié à la santé ou autre chose, ou au sondage? On va voir. Il va s'exprimer en fin de semaine. On verra ce qu'il nous dévoile. Et jusque-là, pour l'instant, ce sont des suppositions. Bien sûr, on en reste là pour le moment, mais ça vaut toujours la peine de poser la question quand même. Philippe Etienne, donc vous êtes avec nous et je vous remercie encore une fois, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Là encore, je ne vous demande pas de spéculer sur les coulisses auxquelles vous n'avez pas participé, mais selon vous, votre analyse, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un président des États-Unis décide que cette fois, il doit jeter l'éponge? Je vais mettre quelque chose de très pragmatique sur la table, l'argent. Les sous, les donateurs, qui disaient par exemple de plus en plus les millions, ce ne sera pas pour vous, Joe Biden, parce que maintenant, il faut passer à autre chose. Oui, en fait, il y avait trois forces pour faire pression sur Joe Biden pour qu'il retire sa candidature. La première, c'est effectivement les donateurs, en tout cas certains, qui gelaient leur contribution. Or, c'est une arme essentielle pour continuer à mener une campagne électorale. La deuxième, ce sont les élus de plus en plus nombreux qui craignaient notamment que les élections du 5 novembre, qui sont aussi des élections parlementaires, amènent un échec non seulement pour la présidence, mais aussi pour les deux chambres du Congrès, en ce qui concerne les démocrates. Et le troisième, eh bien, ce sont les sondages, parce que je crois que Joe Biden lui-même avait dit qu'il faudrait qu'il voit vraiment des sondages décisifs pour qu'il puisse envisager la décision de retrait. Et effectivement, il semble qu'il y a eu, notamment dans les États pivots, les swing states, comme le Michigan, des sondages de plus en plus mauvais. Mais je crois que ce qui est important, et au crédit du président Biden, c'est qu'il a voulu que ce soit lui qui prenne la décision et qu'il n'a pas accepté. Alors évidemment, on peut dire que la pression allait en augmentant, qu'il y aurait eu de nouvelles déclarations publiques, mais il voulait prendre lui-même cette décision et il l'explique dans sa lettre. Et comme cela a été dit, il va l'expliquer plus en détail en s'adressant aux Américains. Et dans sa lettre, il dit qu'il le fait pour son parti et pour le pays. Pour son parti, puisqu'il s'agit du Parti démocrate le 5 novembre, et pour son pays, puisqu'il a toujours dit que pour lui, cette élection est une élection importante pour la démocratie et qu'il lie le sort du Parti démocrate le 5 novembre à l'avenir de la démocratie aux États-Unis. Je pense que c'est ainsi qu'on peut reconstituer un raisonnement, mais comme moi non plus, comme vous dites, je n'étais absolument pas à Rehoboth plage dans le Delaware. Oui, mais vous avez des éléments d'analyse à nous apporter. Vous venez de le faire, c'est toujours intéressant. Votre regard, Marion Van Rottergem, comment vous avez vu, vous, cette séquence? Est-ce qu'elle vous surprend après tout? Est-ce qu'elle était attendue en réalité? Elle me surprend d'autant moins qu'il y a précisément 2 semaines, ou peut-être un peu plus, sur ce même plateau, nous nous interrogions sur la possibilité de Joe Biden de démissionner. C'était après le débat désastreux avec Donald Trump, avant la tentative d'attentat contre Trump, mais malgré tout, on se posait déjà la question. Et Joe Biden avait eu cette phrase, tout d'un coup, un peu une sorte de religion l'avait frappé, il avait dit: personne ne pourra me convaincre de démissionner, seul Dieu pourrait me convaincre et il ne le fera pas. Et là, j'avais dit, il y a plus fort que Dieu. Et j'ai senti que j'avais créé une forme de suspense et d'attention en disant ça. J'ai dit, il y a plus fort que Dieu, il y a les sondages. Et la dégringolade des sondages aura raison de Joe Biden. Et c'est ce qui s'est passé, puisque dans cette nuit fameuse où les conseillers très proches se sont succédés, ils ne sont pas venus les mains vides, mais avec une batterie de sondages lui montrant qu'il n'était pas le meilleur candidat pour battre Trump, et avec aussi la liste des élus de la Chambre et du Sénat, ainsi que des donateurs, parce qu'il ne faut pas mésestimer le rôle des donateurs, qui se détachaient de Donald Trump, qui lâchait son soutien, le soutien qu'il lui avait apporté, qu'il se rangeait dans le camp adverse. Et là, donc, je pense que Joe Biden qui était pourtant très orgueilleux et qui était atteint de ce mal qu'on comprend, qui était terriblement humain, de ne pas vouloir vieillir, de ne pas vouloir accepter son âge, et
comme des grands-parents qui ne veulent pas accepter de rendre les clés de la voiture, qui ne sont plus en état de conduire. C'est extrêmement difficile comme situation. Et donc, c'était compliqué de convaincre Biden. Jill Biden, ne voulait pas non plus jouer ce rôle pour des raisons qu'on peut très bien comprendre, c'est-à-dire qu'on sait très bien que si elle lui demande d'arrêter, elle envoie plus ou moins son mari à la mort, parce que c'est ce qui le tient. Donc, c'était vraiment une situation extrêmement délicate. Et les sondages, le dieu sondage, comme je l'avais prédit, a eu raison de Joe Biden. Et ça a été immédiat, puisqu'il y a eu 50 millions de dollars qui sont arrivés des donateurs dès qu'il a appelé fait son tweet et appelé donner son soutien à Kamala Harris. 46 millions de dollars, c'est record aussi rapidement en une journée pour des fonds comme ça pour une candidate. Philippe Etienne, on n'exclut pas aussi le fait que Joe Biden, il estime peut-être aussi lui-même qu'il est un très bon président pour ce pays. Et après tout, il y en a beaucoup qui le disent et qui l'écrivent encore ces dernières heures. Je lisais par exemple les tweets de David Jaïs, qui était un politologue français, qui disait que Joe Biden a eu sans doute le meilleur bilan d'un président américain démocrate depuis Truman. Et il précise incomparablement meilleur que celui d'Obama. Il est un bon président, Joe Biden ? Il a réussi, et c'est sans doute ce qu'il pense par rapport aux 8 années où il était vice-président de Barack Obama, il a réussi à faire passer des législations extrêmement ambitieuses. D'abord pour sortir les États-Unis du Covid, de la période du Covid sur le plan économique. Ensuite, il a réussi à faire voter une loi bipartisane sur les infrastructures. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un énorme problème d'infrastructures, de vieillissement des infrastructures. Et cette loi porte également sur les nouvelles infrastructures, le numérique. Et enfin, il a fait voter les 2 lois jumelles qu'on appelle le Chips and Science Act, une loi sur l'innovation technologique aux États-Unis, et puis la loi dite sur la réduction de l'inflation, qui porte sur les investissements massifs dans les nouveaux secteurs, notamment de la transition écologique et énergétique. Donc c'est vrai que c'est un bilan extrêmement important, avec une partie de ces textes votés en plus avec les 2 parties. On pourrait ajouter sur le plan de la politique intérieure d'autres éléments, mais en tout cas ce sont ces textes, je crois, qui fait que, comme il le dit dans sa lettre, il estime pouvoir montrer un bilan très positif pour son mandat, et il tient visiblement, en achevant ce mandat, à pouvoir présenter ce bilan de tout un mandat de président américain de manière positive. On reste ensemble encore une fois, Philippe Etienne. Joséphine Staron, je vous voyais acquiescer. Oui, vous estimez qu'il est un bon président ? Il est toujours président, on va y venir dans un instant, certains voudraient qu'il ne le soit plus. Mais le bilan de Joe Biden est bon. De manière très objective, il est bon. La croissance a augmenté, le taux de chômage a baissé. Effectivement, les politiques qui ont été citées sont pour l'instant des réussites. Et d'ailleurs, l'Europe essaye de faire la même chose à son niveau. Donc oui, je pense qu'on peut dire que le bilan de Joe Biden est bon. Et d'ailleurs, les démocrates qui appelaient à son renoncement n'ont jamais dénoncé le bilan de Joe Biden, n'ont jamais dit qu'ils voulaient que Joe Biden renonce parce qu'il avait été un mauvais président, parce qu'il avait un mauvais bilan, mais uniquement pour des raisons de santé et puis de capacité à mener cette campagne. Donc le bilan n'est pas vraiment en question, et c'est pour ça que tout à l'heure, lorsque Kamala Harris s'exprime pour revendiquer elle aussi et soutenir ce bilan, elle a raison de le faire. Il va falloir capitaliser sur les réussites, et maintenant qu'on est sorti des débats sur la santé physique et mentale du candidat démocrate, on va pouvoir aborder les questions de fond qui sont les questions liées au projet des démocrates. Je voudrais juste vous soumettre des réactions internationales maintenant, parce qu'on a guetté quand même ce qui se disait du côté de Moscou. Ça donne par exemple ceci, donc pas de réaction de Poutine lui-même à ce stade, mais le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dit que les élections sont dans 4 mois. C'est une longue période pendant laquelle beaucoup de choses peuvent changer. Nous devons être attentifs, suivre ce qui va se passer. Maintenant, regardons ce qui se dit du côté de l'Ukraine et du président Zelensky, qui a salué et remercié Joe Biden en disant « La situation actuelle en Ukraine et dans toute l'Europe n'est pas moins difficile. Nous espérons sincèrement que le leadership fort et continu de l'Amérique empêchera le mal russe de réussir ou de faire payer son agression. » Marion Van Rottergem, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour Poutine, une bonne ou une mauvaise chose pour Volodymyr Zelensky ?
Pour Poutine, je pense que c'est la première mauvaise nouvelle depuis très très longtemps, parce qu'on peut dire que tout lui profitait ces derniers temps des États-Unis, de l'attentat raté contre Donald Trump qui a fait de lui un saint et martyr et un miraculé, jusqu'aux élections européennes qui ont vu une poussée des forces nationalistes populistes, et en passant par les élections, la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections françaises, avec cette espèce de chaos bordélique, indéterminable que le président appelle clarification et qu'on n'a pas fini de voir clarifier ou déclarifier. Donc tout ça, c'était un champ absolument propice pour Vladimir Poutine. Et là, c'est la première fois qu'il commence. D'ailleurs, on sent une forme de fébrilité et du côté de Trump et du côté du Kremlin, parce que là, si Kamala Harris est élue, si Trump est battu, et je pense que le retrait de Joe Biden est la seule possibilité de battre Trump et donc de reconstituer une démocratie américaine qui est un peu chancelante. Et avec la démocratie américaine va le soutien à l'Ukraine, va la stabilité d'un monde occidental qui était justement en train de vaciller. Donc là, évidemment, c'est un grand échec pour Vladimir Poutine, même si le problème ukrainien ne sera pas forcément réglé davantage, parce qu'on est en fait à un point charnière et sur le terrain, on est tout près d'une négociation avec Vladimir Poutine, mais enfin évidemment. Et puis pour l'Alliance Atlantique, bien sûr, Kamala Harris sera en soutien de l'Europe, de l'Union européenne et de l'Alliance Atlantique, comme l'était Joe Biden. Rapidement. Ce qui va être scruté là chez Kamala Harris dans les prochaines semaines, c'est surtout ses positions vis-à-vis d'Israël et de ce qui se passe à Gaza, parce que dans le camp des démocrates, beaucoup fustigeaient le soutien inconditionnel de Joe Biden à Netanyahou dans son propre camp. Donc autant le soutien à l'Ukraine va peu changer vis-à-vis de Kamala Harris, qui a toujours soutenu l'aide américaine à l'Ukraine militaire et financière. Autant sur la question israélienne, on va voir dans les prochaines semaines si Kamala Harris suit les traces de Joe Biden ou pas. En tout cas, Joe Biden, il n'est peut-être plus candidat, mais il est toujours président. Va-t-il le rester? Est-ce qu'un retrait de la course à la présidentielle américaine fait douter de ses capacités en tant que patron de la Maison-Blanche? C'est ce qu'essayent de faire croire les républicains, qui assistent très directement et même brutalement sur ce point-là, en disant s'il est inapte à être candidat, alors il est inapte à présider le pays, il doit partir. D'abord, on retourne sur les faits et donc on retrouve Lucille de Villers. Lucille, qu'en est-il? Peut-il rester président jusqu'en janvier prochain, comme il l'affirme d'ailleurs? Effectivement, la question se pose quand on voit cette succession d'appels à la démission de la part des Républicains. Pour Mike Johnson, si Joe Biden n'est pas apte à se présenter aux élections présidentielles, il n'est pas apte à exercer la fonction de président. Il doit démissionner immédiatement. L'escroc Joe Biden n'était pas apte à se présenter à la présidence et n'est certainement pas apte à servir et ne l'a jamais été, affirme également Donald Trump. On peut citer aussi Nancy Mace, représentante républicaine de Caroline du Sud, qui affirme « Si Joe Biden n'a pas la capacité cognitive de se faire réélire, il n'a pas la capacité cognitive de remplir le reste de son mandat. Demain, je présenterai une résolution appelant Kamala Harris à invoquer le 25e amendement et à assumer les fonctions de présidente par intérim. » Alors qu'en est-il ? Eh bien, c'est effectivement le 25e amendement qui régit la succession présidentielle et c'est précisément cet article qui nous intéresse. Si le vice-président ainsi qu'une majorité des principaux fonctionnaires et des départements exécutifs font parvenir au président du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite les avisant que le président est dans l'incapacité d'exercer ses pouvoirs, le vice-président assumera immédiatement ses fonctions en qualité de président par intérim. En clair, pour que Joe Biden quitte ses fonctions, il faudrait que sa vice-présidente Kamala Harris le déclare elle-même inapte et c'est alors elle qui prendrait le pouvoir. Mais il suffirait à Joe Biden de dire à l'inverse qu'il va bien pour reprendre son pouvoir immédiatement. C'est aussi ce que dit la Constitution. Donc il est quasiment impossible que Joe Biden ne finisse pas son mandat. Merci beaucoup Lucille. Alors Amy Porter, vous avez ri pendant cette présentation, pas en raison du travail de Lucille, mais parce que pour vous, ça semble incroyable qu'on puisse demander au président de partir. Alors, je vous ferai remarquer que depuis 2 ans, la campagne Trump a été focalisée sur un seul message. Joe Biden est trop vieux. Il vient de passer 4 jours avec leur convention à ne parler que de ça. Là, depuis hier, ce message tombe complètement à l'eau. Ils n'avaient pas du tout anticipé
Pourtant, ils en parlaient tout le temps. Ils n'ont pas du tout anticipé faire campagne autrement. Donc, ils continuent à être dans leur même, dans la même stratégie. Biden est trop vieux. Bon, maintenant, il n'est plus candidat. Il faut qu'il démissionne. Ils sont terrifiés à l'idée d'affronter Kamala Harris, qui va attirer une partie de la base du Parti démocrate. On sait très bien que c'est pour la plupart des femmes. D'ailleurs, je suis ravie qu'on ait un plateau avec M. Etienne, 100% féminin. Toujours avec nous. D'ailleurs, je vais venir vers vous, Philippe Etienne. Je vous l'ai pas oublié. Donc, les femmes sont la base de la Parti démocrate, surtout les femmes de couleur. Alors, hier soir, je ne sais pas si vous là, c'est peut-être un scoop, il y a eu un coup de fil avec des femmes noires qui sont engagées, des activistes. Au départ, c'était 1000 personnes qui devaient participer. Elles ont été 40 000. Et j'ai une copine qui habite dans l'Arizona qui m'a raconté ça ce matin. Et c'est à partir de ce moment-là que la levée des fonds a commencé à vraiment être importante. Et là, on a dépassé les 75 000 et on se dit, avant 20h ce soir, ça sera 20h heure de Paris, pile 24 heures depuis l'annonce de Joe Biden, du retrait de Joe Biden, on va dépenser les 100 millions de dollars de dons. Ça serait un record pour une période de 24 heures dans l'histoire du Parti démocrate. Non, mais en effet, c'est une info. On va guetter ça de très près, mais n'hésitez pas à nous tenir au courant. Quand vous avez des infos de ce type-là, on est preneur. Philippe Etienne, je disais, on ne vous a pas oublié, bien au contraire. Est-ce qu'elle vous semble totalement illégitime, la question de savoir si Joe Biden, reconnaissant d'une certaine manière qu'il est inapte à la candidature, eh bien, reconnaît qu'il est inapte à présider le pays? Je crois que c'est vraiment un argument de la part du Parti républicain, c'est un argument de campagne électorale. L'idée derrière est sans doute aussi, d'ailleurs, ils ont commencé à le dire explicitement à la convention de Milwaukee, on a vu les premières attaques contre Kamala Harris, et l'idée c'est de dire, la vice-présidente qui veut maintenant devenir présidente, elle a caché cet état cognitif du président, donc c'est aussi sa faute. Et moi, ça évoque aussi un souvenir qui remonte à la transition entre Donald Trump et Joe Biden. À peu près au moment de l'émeute contre le Capitole, les démocrates avaient évoqué à un moment le 25e amendement en raison de menaces qu'ils estimaient que Donald Trump faisait peser contre la démocratie américaine. Donc il y a peut-être aussi un petit retour à l'envoyeur, mais comme cela a bien été documenté, on ne voit pas vraiment en quoi cet amendement pourrait être opérationnalisé dans ce cas-là. Alors, pour qu'on comprenne bien, là, pour le moment, il est quand même assez affaibli, Joe Biden. Ça ne fait pas débat, puisque, par exemple, il a le Covid en ce moment, donc il est malade, il est tenu un peu à l'écart. Et là, donc, s'il ne se retire pas de la présidence, cette fois, il reste bien aux manettes, il faut bien le comprendre, jusqu'en janvier 2025. Qui, Philippe Etienne, quand il est affaibli, Philippe Etienne, pour les prochains mois, entoure le président et l'aide à présider? Qui préside les États-Unis autour de lui? C'est bien entendu ce qui se passe en permanence. C'est bien sûr la vice-présidente qui est avec lui, mais c'est aussi son cabinet. Et puis c'est l'appareil de la Maison-Blanche, notamment le Conseil de sécurité nationale, qui est réuni pour tous les sujets les plus délicats, notamment de politique étrangère et de défense. Et le Conseil de politique économique, il est, comme tous les présidents américains, entouré d'une administration présidentielle extrêmement forte. Et il va y avoir effectivement, d'ici l'élection du 5 novembre et la passation de relais fin janvier, il y aura certainement, comme cette semaine, la visite du Premier ministre israélien, ne serait-ce qu'en politique étrangère, il y aura encore des événements très importants, mais qu'il traitera avec cet appareil qui existe. Je vous remercie beaucoup, Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Alors, avant d'avancer sur le profil qu'on va scruter dans les détails de Kamala Harris, peut-être votre regard, Marion Van Rottergem, cette offensive républicaine pour dire il doit partir. Même question, ça vous semble totalement lunaire de se poser la question? C'est de la basse politique d'évoquer cet argument. Et comme vous disiez justement, Amy, ils se sont concentrés sur cet argument de l'âge de Biden. Ils sont un peu pris au dépourvu parce que Kamala Harris l'inverse totalement à son avantage et au détriment de Donald Trump qui, de vaillant et ressuscité de l'attentat, apparaît comme un vieillard. Surtout que je ne pense pas qu'on échappe de manière totalement innocente d'un attentat. On a quand même frôlé la mort. C'est assez
perturbant. Il paraît que d'ailleurs, c'est ce que je lis dans les journaux, qu'il serait assez déprimé après avoir ressuscité, si l'on peut dire. Donc c'est un argument qui va vite tomber parce que Kamala Harris est jeune, vigoureuse, vaillante. Elle est tout le contraire de Trump d'ailleurs. Elle est la jeune femme noire ou métisse, se disant noire, parce que je précise ça. Il y a des gens qui sont choqués quand on affirme le mot noir pour une personnalité, mais c'est évidemment un argument revendiqué, assumé, qui compte beaucoup aux États-Unis. Et elle-même se dit noire, même si elle est métisse d'origine indienne, parce que sa mère le raconte dans son autobiographie, lui avait dit on va t'accuser, ça va être douloureux, tu vas toujours être considéré comme noir, donc assume-le, fais-en une fierté. Donc elle a décidé qu'elle faisait une fierté d'être noire au sens générique, même si elle n'est pas tout à fait noire. Enfin, en tout cas, je pense que pour cette raison aussi, pour cette raison de couleur de peau, il est absolument impossible même si on va jouer un peu les débats et les primaires démocrates, que ce soit une autre personne que Kamala Harris qui vienne, qui soit la candidate à la place de Joe Biden. On va garder quelques billes pour tout à l'heure parce qu'on va parler de ça très précisément. Juste dernière question sur ce sujet de peut-il rester président ? Est-ce qu'un instant vous vous êtes posé la question, Joséphine Staron, en disant bon, après tout, il y a un aveu de faiblesse immense et il est président des États-Unis, ce n'est pas rien, donc il faut assumer. Non, il avoue qu'il ne peut pas faire campagne, il n'avoue pas qu'il ne peut pas rester président. C'est quand même deux choses un peu distinctes. La campagne, quand on est président sortant en campagne, ça demande un doublement d'énergie, je dirais. Là, Kamala Harris, elle va pouvoir se concentrer sur la campagne pendant que Joe Biden va continuer à assumer le poste de président. C'est en fait la situation assez idéale. Ni Kamala Harris ni Joe Biden n'ont intérêt aujourd'hui à ce que Joe Biden démissionne de son poste de président et que Kamala Harris doive assumer à la fois la présidence et une campagne très difficile. Pour continuer d'en parler, nous sommes également avec Nicole Bacharan. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous, Nicole, on est ravis. Politologue, vous êtes spécialiste de la société bien sûr américaine et des relations franco-américaines. Vous restez avec nous. Joe Biden, donc on le dit, il a choisi donc Kamala Harris pour lui succéder. Elle a fait sa première apparition quelques minutes, juste avant le début de cette émission. Mais je voudrais quand même qu'on voit cette une du Times ensemble. Quelle une ? Cette femme qui est en marche, peut-être pour devenir la première présidente des États-Unis, parce que c'est aussi ça l'histoire. Est-elle un atout ? Est-elle un poids ? Elle est passée du profil très prestigieux d'une femme à caractère, devenue très jeune procureure, on va voir ça ensemble, la vice-présidente contestée, voire même moquée parfois. Que peut-elle ? Qui est-elle ? Avant de vous entendre, et Nicole notamment, on pose les faits, rien que les faits les indispensables, c'est avec Hugo Barbieux. Bonsoir Hugo. Bonsoir Amélie, bonsoir à toutes. Tous les yeux sont désormais donc tournés vers Kamala Harris. Peut-elle prendre en main la campagne ? Eh bien effectivement, regardez, c'est l'image qu'on attendait tous. La vice-présidente vient de prendre la parole. Une intervention prévue de longue date, mais dont la teneur a évidemment un peu changé ces dernières heures. Et si elle n'a dit aucun mot sur sa campagne, elle rend hommage à l'héritage de Joe Biden. Écoutez. The qualities that Beau revered in his father are the same qualities that I have seen every day in our president. His honesty, his integrity, his commitment to his faith and his family, his big heart, and his love, deep love of our country. And I am firsthand witness that every day our President Joe Biden fights for the American people, and we are deeply, deeply grateful for his service to our nation. Et regardez, elle vient de tweeter, premier jour de campagne, une campagne donc que Kamala Harris a pris à bras-le-corps. Elle s'est d'ailleurs mise au travail dès hier soir. Le New York Times révèle que la vice-présidente a décroché son téléphone pour appeler au soutien. Elle a passé, dit-on, 10 heures au téléphone. Le quotidien américain a même pu interroger une personne au courant de son emploi du temps. La vice-présidente a activé tous ses contacts, des dirigeants de parti, des membres du Congrès, des gouverneurs et des militants, dont des dirigeants syndicaux et des défenseurs des droits civiques. Rappelons maintenant qui est Kamala Harris. Eh bien, elle a 59 ans, elle est d'origine jamaïcaine et indienne. C'est la première femme vice-présidente des États-Unis. Elle a été procureure générale de Californie. Quand elle était magistrate, elle avait d'ailleurs cette réputation d'être dure. Elle a aussi été sénatrice et s'est présentée aux primaires démocrates de 2019 avant d'être vice-présidente. Et pour autant, son bilan en tant que vice-présidente ne joue pas forcément en sa faveur. Pourquoi ?
Eh bien non, c'est vrai. On peut même dire que sa première année était très compliquée en 2020. Joe Biden lui confie 2 dossiers épineux, la réforme du droit de vote et l'immigration illégale. Sur ces 2 thèmes, pas d'avancée majeure. Le droit de vote n'est pas élargi aux minorités et l'immigration illégale n'a pas diminué. Autre point intéressant, le turnover important dans son cabinet. Des départs à répétition parmi les membres de son équipe en font douter plus d'un sur ses compétences. Et puis, il y a cet épisode chaotique de 2021. Elle accorde une interview à NBC. C'est alors qu'elle est mise en difficulté par le journaliste qui lui demande si elle s'est rendue à la frontière mexicaine. Elle s'en mêle alors complètement les pinceaux pour justifier qu'elle n'y a pas mis les pieds. Do you have any plans to visit the border? I'm here in Guatemala today. At some point, we are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. And I don't understand the point that you're making. Après cette prestation, la vice-présidente s'est faite toute petite et a complètement disparu des radars. Et pour autant, est-elle un poids pour les démocrates ? Non, ces derniers mois, le regard porté sur Kamala Harris a même évolué. D'abord chez les minorités et les jeunes, un pilier pour les démocrates. Elle a sillonné les États clés pour mobiliser cet électorat qui rechignait à l'idée de voter pour un candidat de plus de 80 ans. Et puis, son image s'est aussi améliorée depuis la prestation calamiteuse de Joe Biden lors du débat du 27 juin contre Donald Trump. Elle est apparue comme une alliée loyale qui n'a pas pris part aux opérations de pression pour faire dégager Joe Biden. Ce changement d'image en positif, est-ce que ça se ressent dans les sondages ? Pas forcément, sa cote de popularité est toujours en berne. Et regardez, si on fait la moyenne de tous les sondages pour la présidentielle, c'est toujours Donald Trump qui est en tête avec 1,7 points d'avance. Elle fait pourtant mieux que Joe Biden. Les sondages réalisés juste après le débat raté contre Donald Trump montrent que celui-ci domine le président démocrate d'1,9 points et seulement d'1,5 points devant Kamala Harris. Et son camp à elle, est-ce qu'il la soutient ? Oui, une partie de son camp la soutient même fermement, c'est le cas de Joe Biden, on l'a dit, mais aussi des Clinton, de la sénatrice Alexandria Ocasio-Cortez et même du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, dont on pensait dans un premier temps qu'il était intéressé par la course à la Maison-Blanche, ainsi que de 6 autres gouverneurs. C'est important aussi de noter que Kamala Harris a reçu un soutien financier record de la part des donateurs, 46,7 millions de dollars récoltés en une journée par l'organisme chargé de la levée de fonds des démocrates. Les soutiens sont-ils pour autant unanimes ? Eh bien non, des ténors de son parti n'ont pas encore publiquement affiché leur approbation. C'est le cas notamment de Barack Obama et de l'ancien président Barack Obama et du chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer. Peut-être attendent-ils que d'autres candidats se désignent pour représenter le Parti démocrate à la course à la Maison-Blanche. Parmi les prétendants potentiels, citons par exemple Josh Shapiro, le gouverneur de Pennsylvanie. Et c'est ça qu'il est très important de comprendre. Même si la candidature de Kamala Harris va de soi, elle n'est pas pour autant automatique. Rien n'est donc fait en attendant leur désignation potentielle. Et justement, quand saurons-nous quelle est la candidate et si elle est la candidate officielle des démocrates ? Eh bien, il faudra encore attendre un tout petit peu. Pour l'instant, l'important pour les démocrates, après ce cataclysme, c'est éviter absolument la crise interne. Il faut montrer que le parti ne navigue pas à vue. Les chefs du parti vont se réunir mercredi. Ils ne vont pas pour autant choisir le ou la candidate. Ils vont seulement définir le cadre dans lequel il ou elle sera désigné. Le dernier mot reviendra aux délégués du parti. Ils se réuniront à la mi-août à Chicago. Merci beaucoup pour ces indispensables. À l'instant, on apprend qu'Emmanuel Macron salue le courage de Joe Biden. On attendait encore la réaction du président français. La voilà arrivée. Nicole Bacharan, nous sommes ensemble. Ne perdons pas de temps. Vous pensez qu'elle peut y arriver ? Oui, elle peut y arriver et c'est pas gagné, voilà. Mais quand on voit l'arrivée massive des fonds hier soir, ça nous dit le désespoir des démocrates. C'est leur seule planche de salut. C'est le radeau qui peut-être
peut les empêcher de couler. Parmi les nombreux appels auprès de Joe Biden pour qu'il renonce à se représenter, il y a eu des délégations du Congrès qui sont venues lui dire, en un mot commençant, nous allons perdre la Maison-Blanche, on a déjà perdu la Cour suprême, et là on va en plus perdre les 2 chambres du Congrès, Chambre des représentants et Sénat. Moi je n'ai parlé qu'à des démocrates désespérés depuis 3 semaines. C'était fichu, voilà l'expression qu'ils employaient, ils n'avaient plus aucune chance. Donc Kamala Harris, c'est la plus légitime, c'est la mieux placée, celle, malgré les couacs que vous avez rappelés, celle à qui Joe Biden, par sa présence quotidienne à la Maison-Blanche, a rappelé: elle est celle à qui je fais confiance, elle est celle que j'ai choisie au cas où moi, Joe Biden, je ne pourrais pas aller au bout. Alors on peut revoir ensemble ses atouts et ses difficultés dans cette campagne, juste en 2 mots. Le premier atout, c'est qu'elle flanque à Donald Trump un terrible coup de vieux, c'est lui le vieux de la campagne, à partir d'hier soir, qu'elle peut être une alternative, un renouveau, un espoir, et vraiment le boulet qu'elle va avoir accroché au cou, c'est effectivement cette question de l'immigration, c'est le chaos dans le système de l'immigration, c'est la pagaille à la frontière, c'est pas exagéré de le dire. Elle était chargée de travailler dessus, ça n'a pas marché, Biden n'a pas obtenu de succès, et c'est un des points phares de la campagne de Donald Trump pour dire que l'Amérique est menacée d'une invasion de criminels, de délinquants, de malades mentaux et de mécréants. Voilà, en résumé. Non, mais c'est résumé, mais c'est efficace. On reste ensemble, bien sûr, comme toujours. Nicole Bacharan, on prend le temps ensemble. Mais Amy Porter, ça se rattrape parfois, il y a 4 points d'écart. 4 points d'écart, Kamala Harris versus Donald Trump. Ça se rattrape, ça s'est déjà rattrapé, ça, dans l'histoire américaine. Convaincre, il y a 250 millions d'Américains, 3 mois pour y parvenir, ça semble... Alors, il y a 180 millions de votants. 180 millions de votants. Mais ça semble parfois, quand on y pense, un peu insurmontable. 104 jours est une éternité en politique américaine. On se souvient tous de la surprise d'octobre en 2016 avec Hillary Clinton, où 3 semaines avant l'élection, grande révélation de quelque chose qui s'est avéré plus tard être complètement fabriqué de toutes pièces, mais ça avait beaucoup marché, beaucoup fonctionné. Alors, plusieurs choses sont différentes cette fois-ci. Le vote par anticipation démarre le 20 septembre, dans moins de 2 mois. Nous, les Américains à l'étranger, recevons nos bulletins de vote 45 jours avant l'élection pour avoir le temps de les renvoyer, le 21 septembre. Donc nous commencerons à voter là bientôt, on ne va pas attendre le 5 novembre. Ça renforce ma question. Non, mais quand même. C'est encore plus rapide que ce qu'on imagine. C'est une éternité. Et je voudrais revenir sur quelque chose qu'avait dit Nicole Bacharan. Je suis toujours d'accord avec ce que dit Nicole. Mais là, sur l'histoire de l'immigration, il faut quand même revenir quelques mois en arrière. Joe Biden avait négocié avec un républicain de la droite du Sénat, la loi immigration la plus dure, la plus stricte qui ait jamais été proposée. Tout le monde était d'accord. Donald Trump a pris son téléphone et il a dit aux républicains, ne votez pas cette loi parce que moi, le problème à la frontière me sert en tant que candidat. Donc, tout est tombé à l'eau. Donc, on ne peut pas mettre sur le dos des démocrates les problèmes à la frontière. N'empêche qu'actuellement, les arrivées n'ont jamais été aussi bas. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir avec vous, parce que vous êtes très réactif quand vous regardez les indispensables. Donc, derrière, ça me pousse à la curiosité. Vous avez particulièrement réagi quand a été mise sur la table la question d'autres candidatures éventuelles en dehors de celle de Kamala Harris. Donc, je rappelle qu'il y a d'autres candidats qui sont moins médiatisés et moins visés aussi par leurs adversaires. Donc, à l'affût, on a le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Il est très apprécié, sauf erreur de ma part, au sein des démocrates, et des gouverneurs du Michigan ou de Pennsylvanie. Pourquoi vous avez un peu souri, encore une fois, comme si c'était absolument inimaginable que quelqu'un d'autre entre dans la danse? Parce que le Parti démocrate respecte les 14 millions de votes que le ticket Biden-Harris a déjà reçus dans les primaires. Ces voix doivent être entendues. On ne veut pas dire tout ça ne vaut plus rien, on va aller se mettre dans une pièce, nous, entre 4 yeux, et décider d'un nouveau candidat. Donc pour moi, ça ne se fera pas. Gavin Newsom a dit à maintes et maintes reprises qu'il ne se présentait pas. Il ne peut pas être le colistier de Kamala Harris si
elle est éventuellement candidate à la présidence parce qu'ils viennent tous les deux du même État et c'est interdit. Alors je retourne vers Nicole Bacharan. On a eu une petite curiosité parce qu'il y a eu beaucoup de figures des démocrates qui ont apporté leur soutien à Kamala Harris ces dernières heures, mais ce n'est pas le cas précisément de Barack Obama. Et franchement, j'ai un conseil à vous donner, c'est de dérouler le fil du Monde de temps en temps. Et puis il y a des questions de lecteurs du Monde et certains se sont dit, ok, est-ce que c'est parce que Michelle Obama est très populaire et qu'après tout, elle pourrait un jour ou peut-être bientôt être candidate démocrate? Ça prête à sourire ou il faut y voir une histoire? Non, il ne se passe rien. Elle n'a absolument pas la moindre intention. Elle n'a jamais aimé la politique. Elle a été une très bonne First Lady. Elle a très bien soutenu son mari président. Mais non, ça ne fait pas du tout partie de ses projets. Je voudrais, en une phrase, dire à quel point je suis d'accord avec Amy sur la question de l'immigration. C'est évidemment Donald Trump qui a bloqué toute réforme, mais il n'a aucun complexe à faire porter tout le drame des problèmes actuels. C'est son style, n'est-ce pas, à la fois à Joe Biden et à Kamala Harris. Sur la question des autres candidats, Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, a déjà dit qu'il soutenait Kamala Harris. Gretchen Whitmer, très populaire gouverneur du Michigan, a dit qu'elle ne se présenterait pas cette fois-ci. Et en fait, si Barack Obama n'a pas soutenu immédiatement Kamala Harris, c'est d'ailleurs, là aussi je rejoins Amy, parce que il respecte les règles et à aucun moment il ne faut que Kamala Harris soit plombée, si vous voulez, d'une arrivée d'usurpatrice. Elle est vice-présidente, elle est candidate vice-présidente, elle n'a pas été intronisée comme candidate présidente. Et ça, il y a un processus démocratique qui a eu lieu. Il y a 4000 environ délégués qui ont été élus à travers les 50 États et qui doivent se prononcer pour l'approuver. Donc, si Obama, qui a une voix vraiment, une de celles qui porte le plus dans ce parti, ou Chuck Schumer, le patron des sénateurs démocrates, se précipiter en disant c'est Kamala Harris, je pense qu'il y aurait des accusations de déni de démocratie. Mais elle engendre beaucoup de soutien. Et déjà aujourd'hui, il y a 3 groupes de délégués, donc les délégués du Tennessee et des 2 Carolines, qui ont dit nous votons pour avoir Kamala Harris comme candidate. Et imaginez que l'un des potentiels rivaux, et ils sont nombreux et ils sont doués, en plus c'est vraiment des gens qui ont un avenir, arrivent pour être le traître encore, le traître qui empêche le parti de se réunir dans ce temps très court qu'il reste, derrière la candidate désignée par Joe Biden. Je pense que leur avenir politique serait très compromis. Donc même s'il va y avoir, on va y mettre les formes, on va respecter les règles, ce sera elle. On reste encore une fois ensemble. Marion Van Rottergem, comment reprendre le fil de cette campagne en cours de route et dans la dernière ligne droite comme ça pour Kamala Harris? Là aussi, c'est une des raisons qui plaident pour le fait que ça ne peut être qu'elle. Je suis d'accord avec Amy et Nicole. Ça ne peut être qu'elle déjà parce que ce sera une élection très serrée. De nouveau, ça va se jouer à quelques centaines de milliers de voix. Et il faut absolument remobiliser la totalité de l'électorat démocrate qui s'était démobilisé au moment où Joe Biden montrait des signes de faiblesse. Il a perdu l'électorat démocrate, une partie de l'électorat démocrate pour 2 raisons. D'abord par son âge, parce qu'il était vieux, il a découragé les jeunes, et aussi par son soutien inconditionnel à Netanyahou dans la guerre au Proche-Orient. Et Kamala Harris, de manière très subtile, a beaucoup nuancé les positions de Biden qui étaient vraiment beaucoup trop en faveur d'Israël, sans aucune condition compensatoire, en se laissant totalement berner par Benjamin Netanyahou. Et elle insistait beaucoup sur la douleur des Palestiniens sans remettre en cause le soutien à Israël. Et aussi, donc, le fait qu'elle soit une femme jeune et une femme noire, il y a aussi les minorités qui comptent. Biden était en train de perdre les minorités et c'est là que le symbole de Kamala Harris est très puissant. En effet, elle va avoir et Donald Trump et les Trumpistes vont beaucoup appuyer avec toute la mauvaise foi qui les caractérise sur sa faillite à gérer le dossier de l'immigration, et c'est une véritable faillite. Si je ne me trompe pas, j'ai vu passer le chiffre de 2 500 000 immigrants illégaux qui ont passé la frontière en une seule année, en 2022.
2022. Ces immigrants illégaux qui se retrouvent sous des tentes dans les grandes villes des États-Unis, ça c'est quelque chose, un bouton sur lequel appuieront les républicains de manière incessante. En revanche, je ne pense que l'argument selon lequel Kamala Harris n'a pas été une bonne vice-présidente, ni d'ailleurs une bonne candidate aux primaires, parce que c'est sa deuxième campagne, je pense que là, elle va être investie d'un nouvel habit, d'une nouvelle force. L'enjeu est gigantesque et je pense qu'elle va se révéler avec la vigueur en plus et la jeunesse face à un Trump fatigué et sonné par ce coup de théâtre. Et là, en revanche, je pense que le fait qu'elle ait été un peu invisibilisée, qu'elle ait peut-être mal géré certains dossiers, sera largement effacé dans ces quelques semaines de campagne quelques mois qui seront en effet très courts. Vous évoquez la remobilisation de l'électorat démocrate. On va écouter un peu leur voix à ces électeurs démocrates. So any black woman that's running for president of the United States, I am supporting 100,000%. I'm hoping that people wake up and realize, hey, that we have a lot of things at stake. And so if we don't take control and have her in the House, like, we're going to have bigger problems to worry about. So I'm praying and hoping and manifesting that people are going to get behind her and promote her so we can get her in office like we did President Obama. I just think at this stage in the race that Kamala Harris is our absolute best shot for putting someone competent in office. I would pick Kamala Harris, definitely. Just because it's something different. The country, we still have not had a woman president yet. So what better opportunity now for that change to happen in this day and age? And plus, representing, African American, being a woman, I'm all for it. Joséphine Staron, c'est Marion Van Ruttergem qui évoquait les swing states. La Virginie, notamment, aussi a été évoquée dans les indispensables. Le New York Times note en effet que Kamala Harris pourrait faire de meilleurs scores dans certains swing states que Joe Biden. Et ça, c'est un élément absolument clé. Oui, et vous savez, on dit depuis quelques jours, depuis l'attentat contre Donald Trump, qu'il est miraculé. Bien, Kamala Harris, c'est un peu le miracle pour les démocrates aujourd'hui. Je souscris à tout ce qui a été dit. C'est un peu la dernière chance pour les démocrates de s'en sortir. Et Kamala Harris peut faire basculer effectivement des swing states que Joe Biden aurait probablement perdu, on l'a dit, en raison de son âge, en raison de son soutien décrié par certains démocrates à Israël, etc. Et là, elle coche beaucoup de cases, Kamala Harris. Quoi qu'on en dise sur son bilan, l'immigration et autres, elle a été vice-présidente pendant 4 ans, donc pour beaucoup, elle coche la case compétente et puis s'y connaît dans les affaires politiques, sait gérer un État, donc ça peut déjà suffire. Elle est une femme, elle représente une communauté afro-américaine très importante aux États-Unis et très importante dans l'électorat démocrate, et puis elle est quand même bien plus jeune que Joe Biden, plus jeune que Donald Trump, et donc finalement, toutes ces cases-là qu'elle coche, ce sont des atouts supplémentaires qu'elle va pouvoir mettre en avant dans sa campagne, et son objectif, c'est pas de convaincre des républicains, c'est de convaincre des démocrates ou des indécis. Oui, des indépendants. C'est 30% non, de l'électorat aux États-Unis, c'est ça, 30%. Il y a entre 30 et 40% des gens qui ne sont pas définis par une étiquette politique, et c'est ces personnes-là, une partie de cet électorat-là, que Kamala Harris doit aller chercher pour rattraper Donald Trump. Donald Trump, juste merci pour cette transition. Justement, Donald Trump, il a déclaré que Kamala Harris était plus facile à battre que Biden. La machine républicaine, elle s'est mise en branle très très rapidement. Il y a déjà même un clip qui a été diffusé pour s'en prendre à celle qui pourrait être donc la candidate des démocrates. Regardez l'extrait. Warning. The following may upset liberals who don't want voters to know the truth about Kamala Harris. If you ever wondered how Joe Biden could get the border so screwed up, remember, he had help. Here's Biden appointing Kamala Harris to be his border czar to deal with illegal immigration. And here are a record number of illegal immigrants, 10 million and counting, flooding over the border after Harris was put in charge of stopping illegal immigration. To be fair, Harris got off to a rough start by ignoring the border. Do you have any plans to visit the border? I'm here in Guatemala today. At some point, we are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. And I don't understand the point that you're making.
Amy Porter, est-ce que ce clip, c'est la preuve que Kamala Harris s'est touchée juste? Est-ce que pour vous, c'est la preuve d'une fébrilité républicaine? C'est-à-dire qu'on se sent obligé de contre-attaquer très vite, très fort? Mais pour moi, c'est pas très fort parce que déjà, les chiffres qui sont donnés sont totalement faux. Il n'y avait pas 10 millions d'immigrés. Ça ne prend pas en compte le nombre d'immigrés illégaux qui ont été renvoyés aussi. Donc, on parle des gens qui rentrent et on ne parle jamais des gens qui sortent. Cette obsession avec la visite à la frontière, c'est un fantasme républicain depuis toujours. Alors, vous avez toujours des petits troupeaux de républicains qui mettent leur chapeau de cow-boy et leurs bottes et ils vont se faire photographier à la frontière devant la petite partie du mur que Trump a fait construire, que les Mexicains n'ont pas réglé encore, alors qu'ils disaient que c'était eux qui allaient payer. Ils font ça, ils se prennent en photo et après, il ne se passe strictement rien. Donc cette idée que la seule façon dont Kamala Harris pourrait s'attaquer à la question de l'immigration, ça serait de se planquer devant la frontière elle-même, c'est complètement absurde et ridicule. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les chiffres qui sont donnés dans ce clip sont faux, et s'attaquer à elle pour s'en rire. Je vous rappelle qu'ils ont fait exactement la même chose pour Hillary Clinton. Ils n'aimaient pas le rire d'Hillary Clinton. Pour une femme en politique, soit on est trop sévère, soit on sourit trop, soit on sourit pas assez, soit on rit trop fort. On ne reproche jamais aux hommes politiques ce genre de choses. Nicole Bacharan, dans quelle mesure elle peut être une candidate redoutable, Kamala Harris? Alors je vois que sur les réseaux sociaux, son équipe de campagne pousse des phrases du type « La vice-présidente Kamala Harris a demandé des comptes aux criminels, elle a été procureure tout au long de sa carrière et Donald Trump ne fera pas exception ». Mais dans les faits, est-ce qu'elle a effectivement du mordant, encore une fois, dans un temps extrêmement restreint? Ah, ça, c'est sûr. Je dirais juste un mot de ce clip que nous avons vu, où effectivement son rire est mis en avant pour se moquer d'elle, et du fait que les chiffres sont faux, comme toutes les statistiques que Trump cite dans ses discours. Je les ai vérifiées après le discours à la Convention. Tous sont faux. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Donald Trump, c'est vraiment le royaume du mensonge. Il est en guerre contre la vérité, il est en guerre contre la réalité, et c'est très difficile pour le candidat et le parti en face de rétablir les faits et de convaincre avec les faits. Sur la question du procureur, c'était une dure, et quand elle était au Sénat, donc ça n'a été que 2 ans, mais elle était à la commission des affaires judiciaires, donc elle faisait partie des sénateurs qui questionnaient les personnes nommées pour être juges fédéraux, juges à la Cour suprême, et franchement, on n'avait pas envie de la prendre, pas dans le sens du poil, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Elle est vraiment très dure, très précise, elle perd jamais le fil de son questionnement. Donc dans un débat face à Trump, pour lui, ça sera un tout autre cas de figure que face à Joe Biden. Effectivement, je l'imagine tout à fait reprendre les habitudes que l'on voit, vous savez, dans les feuilletons sur les drames qui se passent dans les tribunaux, avec ces questionnements très précis qui ne lâchent jamais, qui reprennent toujours le dossier là où il a été laissé 2 phrases plus loin. Je pense que face à un Trump qui ment tout le temps, ce style de procureur, cette précision et cet entraînement, c'est comme le vélo, il faut vraiment être entraîné à ça. Ce sera pour elle un atout en tout cas. Merci Nicole Bacharan, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est toujours un plaisir vraiment. Je pense qu'on se retrouvera très rapidement parce que c'est vraiment que le début de l'accélération, comme on le dit parfois. Marion Van Ruttenreghem, vous vouliez réagir? Oui, parce que je pense qu'il y a un point de force qu'on n'a pas évoqué de Kamala Harris. Autant les républicains vont beaucoup insister sur l'immigration, ça c'est certainement, ce sera leur cheval de bataille, autant elle va beaucoup insister sur la question de l'avortement et des femmes, et notamment donc l'électorat féminin fait partie aussi de cet électorat à reconquérir, et elle a véritablement bataillé. D'ailleurs, elle n'est pas vierge dans la campagne parce qu'elle a quand même visité au moins 25 États sur 50 déjà, donc elle est moins inconnue que d'autres gouverneurs qui pourraient postuler à la même fonction. Mais en plus, elle a bataillé pour justement, à la demande de Joe Biden aussi d'ailleurs, d'instaurer une loi fédérale qui impose la liberté pour les femmes d'interrompre une grossesse dans des conditions
conditions particulières, sachant que Donald Trump, évidemment, la Cour suprême, avec les juges qu'il avait lui-même nommés extrêmement conservateurs, avait cassé cet arrêt dit Roe versus Wade, qui donc interdisait l'avortement. Donc ça sera un point très, très crucial pour elle. Pour conclure en quelques mots, ça rebat les cartes, oui ou non? Ça rebat les cartes. Et Donald Trump peut dire ce qu'il veut. C'est une adversaire bien plus redoutable pour lui, pour toutes les raisons qu'on a évoquées aujourd'hui, que l'était Joe Biden. En tout cas, les démocrates ont désormais une chance de gagner à nouveau la Maison-Blanche qu'ils n'avaient probablement plus avec Joe Biden. Je vous remercie beaucoup, Joséphine Staron, d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous? Oui. Oui, je suis perdue. Merci beaucoup, Émile Porter, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Je laisse ces messieurs Guillaume Roquette et Damien Fleureau nous rejoindre sur ce plateau. On parle de politique française maintenant, loin des États-Unis. Oui, en France, là aussi, nous vous emmenons dans les coulisses de tractations secrètes. Le suspense reste entier pour savoir qui Emmanuel Macron peut nommer à Matignon et quand. L'as des divisions au sein du nouveau Front populaire, ça c'est une certitude. En revanche, Laurence Tubiana, dont le nom était poussé par les socialistes, a jeté l'éponge aujourd'hui. Bonsoir Damien Fleureau. Bonsoir Amélie. Vous êtes chef adjoint du service politique de TF1 LCI. Bonsoir Guillaume Roquette. Bonsoir Amélie. Comment allez-vous? Très bien. Formidable. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine. D'abord, on va poser les faits, rien que les faits, avec Mathieu Carman. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Laurence Tubiana renonce donc à devenir Première ministre. Oui, et c'est par un communiqué de presse publié ce matin sur ses réseaux sociaux à 10h20 que Laurence Tubiana prend acte qu'elle ne sera pas Première ministre, expliquant notamment avoir été touchée par le soutien qu'elle a reçu. Depuis plusieurs jours, son nom revenait dans les rangs de la gauche pour incarner la fonction, mais tous n'étaient pas d'accord. La France insoumise, par la voix de Manuel Bompard, souvenez-vous, avait fait savoir que la proposition n'était pas sérieuse. Je tombe de ma chaise. Elle signait une tribune il y a 4 jours avec les macronistes. Cette proposition n'est donc pas sérieuse. Pourtant, pour le PS, les écologistes et les communistes, Laurence Tubiana était la mieux placée pour entrer à Matignon. Elle, l'architecte de l'accord de Paris en 2015, lors de la COP21, elle se définit comme une femme de gauche et une écologiste, actuelle présidente de la Convention citoyenne pour la transition écologiste. Elle faisait donc